Marie-Sophie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te présenter brièvement. Donc, tu es une ancienne joueuse professionnelle de basketball. Tu as été formée au club de Mirande et à l'INSEP, et puis ensuite tu as fait 8 saisons dans différents clubs, le club de Bordeaux, celui d'Aix et de Calais. Et tu as été championne d'Europe avec ton équipe en 2003. Ensuite, tu as mis ta carrière de basketteuse en suspens. Tu es partie faire de l'immobilier, et puis tu as été agente de joueuse également, je crois. Et en 2017, tu es devenue présidente déléguée et directrice générale de Lyon Asvel, qui est le club lyonnais, donc Lyon-Villeurbanne, de basketball. Et notamment avec un club féminin, avec des ambitions affichées très fortes pour ce club de performance et de réussite. Et puis, en parallèle de cette responsabilité dans le basket, tu as cofondé une association qui s'appelle Les Lumineuses, et qui est une association qui a monté un festival à Lyon qui s'appelle Lyon gagne avec ses femmes, pour valoriser la performance au féminin. Voilà, et puis Pierre-Yves Ginet à tes côtés. Pierre-Yves, tu es cofondateur du magazine Femmes ici et ailleurs. Avant d'avoir fondé ce magazine, tu étais journaliste et grand reporter. Tu as beaucoup, toi aussi, parcouru le monde, un peu comme Aurélie. Et c'est au Tibet, il me semble, que tu as une sorte de déclic sur les femmes formidables que maintenant Femmes ici et ailleurs mettent en valeur. Et tu as parcouru le monde pour trouver ces femmes en résistance, ces femmes en lutte, ces femmes formidables mais qui sont trop peu connues, trop peu valorisées dans les médias traditionnels. Et tu as fait de leurs histoires un livre qui s'appelle Femmes en résistance, qui est sorti en 2009. Et aujourd'hui, donc, tout ce que tu entreprends, dont ton magazine, a vocation à remettre en cause ces stéréotypes sur les femmes et les hommes, cette invisibilité des femmes dans l'espace médiatique, pour montrer qu'il y a aussi des parcours extraordinaires de ce côté-là. Et tu es par ailleurs membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, Marie-Sophie, je commence par toi. Donc, tu as un parcours de sportive de haut niveau et maintenant de dirigeante d'un club visible, avec un patron aussi assez visible, puisque tu travailles, je crois, avec Tony Parker. Et tu as certainement dû, au cours de ta carrière, de manière consciente ou non, déjouer des stéréotypes, devoir mettre en œuvre des stratégies pour lutter contre le sexisme. Donc, ma première question, c'est qui, dans ce parcours, ont été tes alliés? Alors, je pense toujours que les femmes sont leurs premières alliées. Et donc, quelles ont été aussi tes qualités et tes compétences qui t'ont le plus servi dans ce parcours que tu as? Bonjour à tous. Oui, alors c'est marrant dans la question de manière consciente ou pas. Je pense que c'est certainement mon inconscience ou le fait de ne pas forcément me rendre compte. Moi, je suis cumularde, je suis une femme et métisse en plus, donc c'est compliqué en général. Mais déjà mon éducation sportive, qu'on nous inculque très tôt cette faculté à se dépasser, à aller au-delà de ses propres limites, je pense que ça a été le premier allié. Bien sûr, moi j'ai donc dans le parcours sportif, on parle de, je sais plus si c'est Aurélie qui a évoqué tout à l'heure, on n'est que des filles, des jeunes filles en formation, il y a forcément bien sûr que des hommes entraîneurs, donc on est très jeunes, impactés par cette ambiance et même cette éducation très patriarcale dans laquelle quand on est formé pour être sportif de haut niveau, il y a peu de domaines d'expression qui est laissé à l'athlète. Très jeune, il faut le mettre dans un moule qui soit bien formaté et qui soit surtout suffisamment endurant et cassé parfois même mentalement pour pouvoir suivre les directives et puis aller de son point A à son point B. On reproche d'ailleurs souvent aux sportifs de ne pas avoir de cerveau, il faut voir aussi comment ils sont éduqués, même très jeunes, pour pouvoir être de bons chevaux bien dressés. Donc voilà, après, ça forcément ça aide dans la vie d'après. Moi j'ai eu la chance quelque part d'avoir une carrière assez raccourcie, parce que j'ai arrêté de jouer à l'âge de 28 ans, et j'ai pu prendre un petit peu de recul et me rendre compte. Alors je suis sortie, j'ai arrêté ma carrière parce que j'ai eu des enfants assez jeunes, donc c'est compliqué de cumuler les deux. Mais aussi cette maternité assez précoce pour une sportive et le fait de sortir comme ça de ce milieu a permis aussi de me rendre compte et tout d'un coup de réaliser qu'on avait effectivement beaucoup encaissé, que moi en tant que femme je n'existais pas, et cette prise de conscience s'est faite de manière plus progressive
Et ça a été véritablement le moteur, ce qui a fait que j'ai accepté les fonctions que Tony m'a proposées, lui, le jour où c'était complètement évident pour lui qu'il fallait, aux côtés d'une équipe masculine de haut niveau, une équipe féminine aussi. La question de genre ne se posait pas du tout. Et c'était également aussi évident pour lui de faire appel à une femme. On est amis donc depuis l'INSEF, ça fait plus de 20 ans. Et c'est vrai, quand il m'a sollicité, il m'a dit j'ai pas d'option B ni C, donc c'est avec toi ou sans toi, parce qu'il n'y aura pas d'homme et j'ai pas de femme de confiance suffisamment proche de moi à qui confier la mission. Et donc cette mission-là, je l'ai acceptée, bien sûr, pensant que j'étais pas compétente, parce que j'avais pas eu la formation pour, on va dire, théorique et même universitaire, pour être directrice générale d'une société, rendre des comptes à des actionnaires, digérer un langage qui était très barbare pour moi au départ, ça fait à peine 1 an et demi, mais d'être en position comme ça justement de rebattre les cartes et avoir été à l'intérieur du système pour ensuite être en position justement de changer un petit peu l'angle de vue et puis d'agir véritablement, c'était une mission que je ne pouvais pas refuser. Donc les alliés, je l'ai cité, il y a Tony bien sûr, qui est mon ami d'enfance, il y a mon mari aussi, qui m'a suivi pendant ma carrière. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, originaire du Gers, très loin, parce que le Sud-Ouest en général, on a des bons tempéraments, sans vouloir être chauvine. Mais voilà, mon mari, on s'est rencontrés très très jeune, et lui, il a pas eu de difficulté à interrompre sa carrière de rugbyman pour favoriser ma carrière de basketteuse. Et malgré les critiques de la famille, Marie-Sophie a fait encore déménager. Victor, il y a 1 an et demi, a dit go, on y va, parce que voilà, pourquoi pas en fait. Si la question avait été inverse, on ne se serait pas demandé qui faisait déménager qui, donc voilà. Et puis les ennemis aussi sont précieux. Tous les alors j'ai des machos pour caricaturer un petit peu, et toutes ces petites remarques et situations auxquelles on fait face, pour moi, c'est une grande source d'inspiration et de détermination aussi. D'accord. Voilà. Bon conseil. Et alors du coup, justement, par rapport à toutes ces jeunes filles, jeunes femmes, jeunes athlètes que tu rencontres, comme tu l'as dit, tu as maintenant le pouvoir sûrement de faire changer les choses, de faire changer les représentations et les modes de fonctionnement. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Comment tu essayes de faire pour que ces filles, ces jeunes femmes se sentent aussi légitimes que les hommes, aussi ambitieuses, qu'elles aient finalement les mêmes possibilités que les autres? Alors, il y a différents niveaux d'intervention. Dans mon quotidien, au sein de la famille Asvel, je suis forcément la seule fille dans le lot, mais peut-être celle que l'on entend le plus, j'imagine. Et puis beaucoup de provocations aussi. Ça n'a pas été évident quand je suis arrivée, même si je dois dire que je fais quand même partie des privilégiés, parce que voilà, il y a une véritable volonté au niveau de la direction de mettre tout le monde au même niveau d'égalité. Et après, dans les faits, quand on arrive justement au bureau sur un plateau qui est à 98% masculin, il faut se faire sa place. Donc voilà, donc j'ai un petit peu bouleversé, je suis assez provocatrice, donc voilà, quand ça roule un petit peu trop des mécaniques, je blague assez, je vais pas vous faire part, c'est parfois même un petit peu cru, mais j'aime bien aussi parce que ça dérange et ça permet de faire tomber le masque. Et donc ça, c'est au niveau de la direction et de toutes les actions qu'on va faire. C'est vrai que dès que le carton rouge il est levé sans cesse en fait, dès que je me rends compte qu'il y a un déséquilibre entre le traitement de l'équipe masculine et féminine, j'interpelle. Et puis après, à mes joueuses, c'est très très important, on parle de la base, mais je pense qu'il faut vraiment s'approprier les choses. Je leur dis déjà que ce sont des femmes. La sportive n'est pas éduquée pour prendre en considération justement toute leur sensibilité et puis assumer le fait d'être des femmes. Donc quand je leur parle de leur performance, je leur dis que leur performance elle est globale, elle va être bien sûr sportive parce qu'on a envie d'avoir des résultats, mais elle ne pourra pas être reconnue en tant que telle si elle ne rayonne pas en tant que femme, en tant qu'athlète féminine. Voilà. Merci. Et une dernière petite question, donc à Lyon tu as créé, j'en ai parlé, ce festival dont je crois d'ailleurs Femmes ici et ailleurs est partenaire, qui s'appelle Lyon gagne avec ses femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça t'a semblé important ce combat de mettre en visibilité, mettre en lumière des réussites de femmes? Alors déjà, il ne s'agit pas que des réussites, ce sont des performances, et la performance n'est pas toujours liée à la réussite. Au contraire même, je pense que dans certains et de nombreux échecs, on peut trouver aussi de belles manières de performer, en tout cas de belles sources
d'inspiration pour performer après. C'est cette prise de conscience que, où que l'on soit, quelle que soit notre sphère d'intervention, il faut agir et il faut poser des actes. L'idée, elle est venue, j'ai rencontré une entraîneur donc femme du volley féminin de Mulhouse qui venait de gagner un titre et donc je leur Magali, j'ai dit mais c'est super, elle venait de détrôner Ken qui était champion depuis de nombreuses années et je lui dis mais c'est génial, tu dois être super fière et donc elle était complètement recroquevillée, elle me dit ouais mais on n'a pas parlé de nous et puis là le volley masculin et je me suis dit en fait on est toutes confrontées aux mêmes situations, isolées, on oublie de s'unir et on oublie de dénoncer de manière positive ce qui se fait déjà et donc j'ai eu l'idée, je me suis dit on va faire une espèce de trophée des sports féminins collectifs, donc comment cloisonner encore plus. Après, on va parler de sport que au féminin, on recloisonne encore. Et en fait, quand on se rend compte que tout est transversal et mérite d'être mis en lumière, on a l'idée, avec Nathalie Pradine, donc, qui est cofondatrice de l'association, de se dire, mais célébrons la performance des femmes. On s'appelle les lumineuses parce qu'on ne va pas attendre qu'on nous mette la lumière dessus, mais parce qu'on la projette de fait. Et toutes ces actions dont le forum ici fait partie, hein, toutes ces actions qui ont lieu tout au long de l'année méritent une caisse de résonance festive que l'on puisse célébrer, qui n'est pas forcément de revendication, c'est le vecteur que nous on a trouvé en tout cas qui nous ressemble et essayons de célébrer quoi, de fêter et de montrer de fait ce qui se fait, qui puisse aussi servir de source d'inspiration et que l'on n'assimile pas le féminisme uniquement qu'à quelque chose de revendicatif ou voilà, de la rue ou quelque chose de forcément très comment dire, démonstratif dans le sens un peu protestataire. Merci. Très bien, merci beaucoup Marie-Sophie. Alors Pierre-Yves, cette idée de mettre en lumière des femmes, ça doit forcément te parler puisque ta vocation, la mission que tu t'es donnée avec Femmes ici ailleurs, c'est effectivement de visibiliser des femmes exceptionnelles ou des femmes ordinaires qui avaient fait des choses exceptionnelles, enfin des femmes en tout cas. Quel est le constat dont tu fais partie pour arriver à cette idée? Qu'est-ce qui se passe dans le paysage médiatique français? Où sont les femmes? Voilà, mission, c'est... Enfin, il y a un côté un peu ésotérique là-dedans. Moi, je suis juste un grand reporter qui un jour, par hasard, j'ai pas du tout une éducation féministe. Enfin, vraiment, je me suis retrouvé dans ce que tu as présenté de concernant. Et puis des rencontres avec des femmes d'exception, inconnues, non médiatisées, et qui tenaient juste une résistance pour la survie d'un pays à bout de bras. Et quand on rentre et qu'on présente ça à des rédactions parisiennes, ça ne les intéresse pas. À la limite, le côté qui va les intéresser, c'est le côté qu'elles avaient fait de la prison, femmes en prison, victimes, tout ça, ça marchait. Mais alors le côté les fighteuses, etc., non, là, c'est pas du tout. Et moi, j'avais vécu des années, en l'occurrence, avec certaines, et avec la bouche ouverte tous les jours. Elles avaient 15 ans, elles avaient 80 ans, elles étaient voilà, dans toute leur diversité. Je trouvais c'était des géantes, quoi, en fait, c'est tout. Enfin, j'avais vécu comme ça, et après, on allait voir la presse, et ça n'intéresse pas. Et à côté de ça, avec l'association Femmes ici ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas le magazine, on produisait des expos, donc on montrait cette matière, on n'attendait pas la presse, en fait, pour montrer cette information. On produisait des expos et le public venait en nombre. Des femmes, en grande majorité, mais aussi des hommes. Et très franchement, les hommes s'en foutaient que c'était des femmes qui étaient présentées, c'était des histoires formidables de personnes formidables. Et qu'on ne montrait pas à côté. Bon, donc au départ, cette mission, c'est juste des rencontres avec des personnes d'exception. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être accompagné par Lucie Aubrac, par Marie-Jo Chambard-Delot, qui est un peu les marraines de mon travail. Voilà, quand on est avec des gens comme ça, aller parler d'inégalité, enfin franchement, c'est juste... On ne tombe pas dans cette vulgarité quelque part, quoi, parce que c'est un non-sujet, évidemment que c'est un non-sujet. Et puis derrière, quand j'ai commencé comme ça, c'était juste un constat, c'était un ressenti, et puis ces portes qui se fermaient dans la presse. Derrière, début des années 2000, on a eu des chiffres qui sont tombés, qui sont venus étayer ces données-là. Ces données-là, c'est que, mesdames, messieurs, quand vous regardez la télé, les informations, vous lisez la presse, vous écoutez la radio, France Inter, tu l'as dit Patrick tout à l'heure, dans 80% des cas, on vous parle de quoi? D'hommes. Et puis quand on parle de femmes, quand une femme est le cœur de l'information, ou des femmes sont le cœur de l'information, Marie-Sophie avec son Lasvel, avec tous les résultats, en fait c'est seulement 20% de l'info, d'une part, mais dans la moitié des cas, quand une femme est au cœur de l'info, on va vous présenter, mesdames, en tant soit que victime, soit vous laisser dans des rôles dits féminins.
Donc les lumineuses dont tu parlais, celles qui font, mais qu'elles soient politiques, sportives, militantes associatives, artistes, je sais pas, enfin, chefs d'entreprise, professionnels de ZLES, c'est 4% de l'info qu'on reçoit. Nous les gars, on a droit à 10 fois plus. Donc il y a un truc qui ne marche pas en fait. Donc c'est juste ça, c'est-à-dire en fait, c'est pour ça que mon mission, c'est juste une information que personnellement j'ai trouvée palpitante, que d'autres copines qui m'ont rejoint ont trouvé palpitante et intéressante et enrichissante, et sont dit on a une info qui, ne représente pas le monde dans lequel on vit, et 2, en termes de stéréotypes, parce que c'était ton propos introductif, évidemment encourage ce système-là. Encourage ce système à se taire, encourage ce système à ne pas sortir des cases, et puis nous encourage à bien rester les fesses posées sur notre siège de pouvoir, et surtout pas de remise en cause, on va rien changer, quoi. Donc voilà, il y a l'ancienne ministre des droits des femmes, enfin, Najat Vallaud-Belkacem, nous avait piqué une phrase qui avait été un slogan chez nous pendant un moment, qui était « Il est plus facile d'imaginer ce que l'on voit ». Évidemment, ça a l'air tout simple, hein, mais voilà, à force de voir, tu l'as dit Patrick, des hommes en situation de pouvoir, et les hommes et les femmes laissent ça comme ça, et puis à force de voir les femmes en situation de je me tais, même si j'ai eu des bons résultats, on est dans une super comme ça. Donc Femmes ici ailleurs, comme le Festival des Lumineuses, c'est fait pour mettre en avant tout ce pan de l'information qu'on n'a pas. J'insiste sur 2 points. Cette information aujourd'hui qu'on n'a pas, elle est produite par des hommes journalistes et des femmes journalistes. Et puis, on a un des commentaires qu'on entend le plus de la part de femmes lectrices, de l'autre côté. Moi, j'ai pas envie de lire un magazine qui parle que des femmes. Et derrière, la dame qui nous dit ça va lire Le Figaro, Le Monde ou Libé, va feuilleter des pages dans lesquelles il y a 80-90% d'hommes. Et pas de souci. Donc voilà, et ne pas ressentir, tellement on est né dedans, tu l'as mis avec tellement on est né dedans, ne pas ressentir qu'on est dans quelque chose de... Voilà. Donc on a voulu créer ce magazine, nous, est un patch à coller sur le reste de l'information, si on veut avoir quelque chose qui ressemble plus au monde, et qui fait bouger ces stéréotypes, et qui diffuse tous les chiffres que tu as mis, enfin voilà, faire partager cette culture de l'égalité aussi. La mission. Si, belle mission, je garde mission. Et concrètement, alors, qu'est-ce que ça changerait vraiment? Qu'est-ce que ça changerait dans le chemin pour une société plus égalitaire si on avait des médias qui étaient plus représentatifs? Ce serait quoi les conséquences? Si demain, voilà, le Figaro avait 50% de journalistes femmes et 55% de femmes représentées dans ses pages? Alors, c'est 2 sujets très différents déjà, ce que tu viens de dire. Avoir 50% de journalistes femmes à tous les postes de la hiérarchie, c'est un sujet d'égalité professionnelle, complètement légitime. Voilà. C'est pas parce qu'on a ça qu'on va avoir une information qui va être égalitaire. Il faut que ces femmes-là travaillent pour arriver à. Il ne faut pas mélanger les deux. Moi, je vais parler de la deuxième partie de ta question, si tu me permets, parce que je ne suis pas ni compétent ni légitime pour parler de la première. Alors, c'est pas, ça ne va pas tout changer, c'est pas, je pense qu'on est ici, le grand soir n'existe pas, la baguette magique n'existe pas, voilà, la solution unique n'existe pas. L'information est un des vecteurs importants, l'éducation avant, l'école, et voilà, ça fait partie de cette chaîne. La visibilité, je pense, ça, plus on projette, je vais vous donner un exemple qui est personnel, et je me fais marrer de moi-même à quel point je suis stupide, et le poids des stéréotypes nous amène à être stupides, tous et toutes, tous les jours presque. Quand j'étais petit, j'allais à l'école, au collège, rien d'exceptionnel, je montais dans un bus, rien d'exceptionnel. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai redéménagé, je suis reparti habiter à Rouen, et je prends le bus de temps en temps pour aller à la gare du Creusot. Il y a une dizaine d'années, je monte dans le bus, je vois une femme en train de conduire ce bus, que je n'avais jamais vu de ma vie. Je travaille depuis 20 ans dessus. Et là, il y a un truc qui ne marche pas. C'est une femme qui conduit un bus. J'avais jamais eu de femme conduisant un bus. Bon, je me marre maintenant, c'est elle qui conduit tout le temps. Voilà, le bus arrive à bon port, évidemment. Je suis là devant vous, évidemment. Et mon truc est stupide. C'est juste que c'était ancré en moi. Donc, plus on montre des rôles modèles dans tous les sens, et j'insiste dans tous les sens, pas seulement des femmes en position de, on a beaucoup parlé de pouvoir à très juste titre, là, des hommes en position d'échec, enfin voilà, toute cette société qui nous compose, plus notre esprit s'élargit, et plus ces barrières s'ouvrent. Je donne un exemple tout bête, on est dans le milieu, on parle d'entreprise, beaucoup de business, d'économie ici, la création d'entreprise. On manque de femmes chefs d'entreprise, les chiffres l'ont bien montré tout à l'heure, on manque de femmes chefs d'entreprise. On sait, c'est génial par rapport à il y a 20 ans, on a plein d'analyses dans tous les sens aujourd'hui. On sait que les femmes, c'est une moyenne, compte tenu des éducations différenciées,
c'est une moyenne, j'insiste, quand elles créent une entreprise, elles vont beaucoup plus douter, beaucoup plus challenger leur projet, le remettre en cause, dire je sais pas, je suis pas sûr, etc. Bon. Celles qui vont à la fin poser un dossier sur la table, en moyenne, leur projet est 30% plus solide que ceux portés par la moyenne des hommes. Parce que nous, on leur a moins malaxé, redouté, etc. C'est des projets plus solides. Alors on sait que quand elles vont voir un banquier, parce que quand on crée une boîte, on a besoin d'un banquier, eh ben, elles vont avoir 30% de moins de fonds. Juste parce qu'elles n'ont pas de travail. Et si le banquier, c'est une banquière, ça ne change rien. Vous voyez, on arrive à avoir ça. Donc, voilà, multiplier cette visibilité, ça ne change pas tout. Ce n'est pas la baguette magique, mais ça nous ouvre les chakras, quoi. Enfin, c'est juste montrer à quel point il n'y a pas de souci. Après, on a Patrick qui a beaucoup parlé de pouvoir. Moi, je le rejoins vraiment là-dedans. Je ne veux pas tomber dans quelque chose qui est un peu béni-oui. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un système de domination, que Patrick et moi, on est du bon côté de la table. Donc quand on parle d'égalité, il va falloir qu'on lâche des choses. Donc on va perdre la notion, on va perdre du pouvoir, on va perdre le pouvoir absolu. Collectivement, ça, tous les deux malheureusement, voilà. Mais c'est voilà, on perd ça, on a à perdre. Par contre, je crois qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'on ne met pas assez en avant, on essaie de le faire un petit peu dans Femmes ici ailleurs, ce que les hommes ont à gagner aussi. Mais on est dans un... Encore une fois, j'insiste pas, je ne suis pas en train de dire gagnant-gagnante, voilà. On va perdre des choses, du pouvoir, de l'argent, etc. On va perdre. Mais on a d'autres choses à gagner qui ne sont pas en termes de pouvoir, qui sont plus en termes d'autres choses que tu as abordées un petit peu dans ton propos, ou réussi. Enfin, et là encore, on a plein d'analyses qui nous montrent ça. J'ai parlé du monde de l'entreprise, une entreprise qui est mixte, une vraie mixité à tous les étages. Les analyses montrent qu'elle est plus performante. Mais elles montrent surtout, moi j'avoue que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que les employés et employés EES dans cette entreprise se sentent mieux dans leur basket à aller bosser tous les jours pendant leur carrière dans cette entreprise-là. Ok, c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, c'est pas du poste N+1, mais je crois que ça se vend aussi, quoi. Ça se met en avant. On sait qu'un couple égalitaire, enfin, il y a un partage des tâches domestiques. Je ne sais pas vous, mesdames, messieurs, moi j'éprouve aucune jouissance absolue à aller pousser le caddie ou faire la vaisselle. Voilà. Par contre, on gagne des choses dans la vie de couple de tous les jours. Et je crois qu'il faut qu'on les mette en avant, ces choses-là aussi. Voilà. Ça ne veut pas dire... Oui, j'ai bien compris. Merci Pierre-Yves. Alors Patrick, je t'ai vu réagir sur cet argument qu'on entend souvent de lien entre l'augmentation de la mixité et l'augmentation de la performance, qui est quelque chose effectivement que plusieurs études se sont appliquées à démontrer. Est-ce que tu peux nous dire ton avis, que je crois assez tranché là-dessus? En fait, j'ai recensé une soixantaine d'études sur le sujet, et on y trouve absolument de tout. En fait, la question elle est mal posée, et je pense que la question est idiote. Comment peut-on mesurer l'évolution... Je crois que c'est pas ma question, c'est la question. Non, évidemment. La question du rapport entre la compétitivité d'une entreprise et l'évolution de ses bénéfices ou de sa cotation en bourse et de la place des femmes dans l'entreprise. Comment pourrait-on isoler un seul paramètre pour mesurer l'évolution d'une entreprise? Ça n'a pas de sens. Le chiffre d'affaires d'une entreprise, il évolue selon le cours du dollar, le cours du pétrole, le cours des matières premières, plein de paramètres. Et c'est évidemment illusoire de penser qu'on va prendre un seul paramètre, qui est celui-là en plus, qui est tellement difficile à mesurer en termes de fonctionnalité, pour dire, alors c'est McKinsey qui a sorti ses premiers trucs, il y a des pays, moi je pense qu'il faut être très prudent là-dessus, parce qu'il y a même des études qui démontrent le contraire. En Europe du Nord, il y a des études qui montrent que quand les femmes sont arrivées, la compétitivité des entreprises a baissé. Ça, là non plus, ça ne veut pas dire que c'est parce que les femmes sont arrivées. Il se fait de manière concomitante, c'est la différence entre la causalité et la concomitance. Et alors on a beaucoup joué sur cet argument, très dangereux. Parce qu'évidemment, si on dit aux hommes dans une entreprise, il faut bien se dire un truc, les cadres intermédiaires, ils se sentent en danger. Ils voient les femmes arriver, des majors de promotion, elles sont compétentes, elles sont nombreuses, elles en veulent. Ils se sentent en danger. On leur dit, mais vous inquiétez pas, parce qu'en fait l'entreprise va gagner, tout le monde va y gagner. Ok, très bien. 1, 2, 3, 4, 5 ans se passent. Et ça ne se produit pas. Conclusion, il faut que les femmes s'en aillent, parce que ça marchait mieux avant. Donc c'est un argument qui est très dangereux, qui peut se retourner contre les femmes. Moi je n'y crois pas, je pense que c'est vraiment une mauvaise manière d'envisager cette manière utilitariste, pour ne pas dire cynique. Merci Patrick. Aurélie, dernière question pour toi. Tu as beaucoup parlé des tactiques que les femmes peuvent mettre en œuvre dans l'entreprise pour contrer la domination, pour s'unir, pour être plus fortes, plus visibles, etc.
Néanmoins, moi, je pense qu'il y a une très forte responsabilité des entreprises elles-mêmes et que tout ne peut pas reposer sur les initiatives individuelles et sur votre responsabilité à chacune, mesdames, et à chacun, messieurs, de faire changer les choses. Du coup, quel serait ton conseil pour des managers, des dirigeantes d'entreprise, des responsables RH, pour eux contribuer à ce changement de paradigme qu'on recherche? En combien de temps? 3 minutes. Écoute, ce que tu me demandes, c'est quand même la même chose. C'est-à-dire, tu dis, le changement, il est individuel et il est systémique. Et en effet, si on fait que du changement individuel, c'est ce qui est difficile. Tu vois, on dit, bah, allez, les femmes, empower yourself. Non, mais bon, après, ça va aller. Bon, elles peuvent s'empower tout ce qu'elles veulent. Bon, si le système ne veut pas, il ne veut pas. Quoi. Il y a un moment où il y a quand même... et les managers, etc., c'est toujours de l'individuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours des personnes individuelles qui changent des choses. Du coup, ça reste un petit peu là-dedans. Alors après, oui, on peut changer des processus en interne, on peut changer des méthodes d'embauche tout simplement, en fait. Soit avoir des CV, justement, qui sont plus transparents, qui ne montrent pas forcément que ce soit le sexe, mais aussi le nom, etc., etc. Faire appel à des cabinets de recrutement différents, comme en France, Mosaïque RH, par exemple, qui permet d'avoir une plus grande diversité d'origine, parce que globalement, on embauche essentiellement des personnes blanches issues d'écoles de commerce, soyons clairs. Travailler sur la façon dont on décrit les intitulés de poste, de façon à ce qu'on n'ait pas forcément un langage sexiste et excluant sans s'en rendre compte dans la façon dont on recrute, travailler les questions en entretien pour éviter les questions classiques, vous êtes marié, vous allez avoir un enfant, comment vous voyez dans 5 ans, etc. Donc voilà, donc ça c'est des conseils assez classiques. Après, changer le système, ça veut dire retrouver le capitalisme. Je ne sais pas si on est prêt à ça. Si? Donc voilà, jusqu'où on va aller. C'est un peu la question.